Merci beaucoup pour cette introduction, professeur Vanel, qui lance un riche travail à venir en partenariat avec la Société médico-psychologique. On est très très content d'avoir plusieurs membres de cette société ici pour venir échanger, discuter, débattre également avec les adhérents de l'association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique. Alors Henry Ford disait que se réunir était un début, rester ensemble un progrès, travailler ensemble et la réussite. Et je vous souhaite à tous une excellente journée de travail et d'échange autour de la sémiologie psychiatrique. Bonjour à tous, merci d'être venus. L'objectif de cette journée, l'objectif principal, c'est de réfléchir à cette intégration de la clinique et des neurosciences, pour plus qu'on travaille dans des champs séparés, vraiment pour qu'il y ait une intégration des deux, des travaux modernes, de l'histoire de la sémiologie ancienne, puis actuelle, voir comment ça évolue, voir comment ça peut être utile en pratique clinique. Pour commencer cette première journée, je vous propose d'accueillir le docteur Marc Masson et le docteur Benjamin Nanex, qui ont proposé une introduction historico-clinique à cette journée. Merci beaucoup Ali, merci donc à votre association nationale pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique. Je trouve que c'est vraiment une initiative extrêmement heureuse et pertinente que vous avez eue. La valeur n'attend pas le nombre des années. C'est ce qu'on avait évoqué quand on a, il y a un peu plus d'un an, organisé cette journée à la Société médico-psychologique. À votre attention, pour les assistants, les chefs de clinique qui s'intéressent à la sémiologie psychiatrique. Et donc, voilà, je trouve que c'est très heureux que cette journée aujourd'hui se passe sous le patronage de cette chère Société médico-psychologique. Alors, vous m'avez demandé un thème qui est quand même pas évident à concilier, je dirais, entre l'histoire de la sémiologie psychiatrique aux confins donc de l'archéologie de notre discipline, des grimoires, et puis les neurosciences, avec toutes ces techniques d'imagerie formidables, ces modèles mathématiques et ces équations à en faire perdre notre latin. Alors je me suis dit, comment traiter cette question, peut-être à partir d'un exemple, on aurait pu en choisir d'autres. J'ai choisi celui de la douleur morale, on aurait pu prendre celui des hallucinations intrapsychiques et psychosensorielles décrites par Baillarger, qui ont servi de modèle à certaines études récentes d'imagerie, montrant qu'il y avait des différences, je dirais, au niveau notamment temporo-pariétal. Mais je me suis centré sur un exemple typique, ça ne vous surprendra pas, puisque c'est plutôt mon intérêt et ma pratique. Donc la douleur morale, Georges Lanteri-Laura, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, qui n'est pas connu pour la plupart d'entre vous, c'est un monsieur qui était épistémologue, agrégé de philosophie et psychiatre, et qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire du savoir en psychiatrie, l'histoire des symptômes notamment. Et alors déjà, il disait qu'au fond, douleur morale, vous avez vu, il y a un substantif et il y a un adjectif. Donc on ne peut pas se contenter d'additionner ces deux mots, mais c'est une genèse d'un concept en tant que tel. Alors, ceci étant dit, donc, la douleur et l'adjectif moral, on va essayer de les décrire très rapidement. Et mon idée, c'est de vous montrer comment finalement il y a des racines, je dirais, sémantiques, philosophiques, qui vont, au fil des décennies, construire un concept clinique et qui va mettre près de 100-150 ans à s'enraciner dans la nosographie. Et au final, au fond, est-ce que ces concepts cliniques peuvent avoir un intérêt pour la recherche en neurosciences aujourd'hui? Eh bien, c'est la question que je vais essayer de vous présenter. Donc, bon, le substantif douleur, aujourd'hui, donc la définition internationale que je vous ai traduite en français ici de la douleur, c'est cette expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire ou potentielle. Donc ça, c'est tout l'intérêt pour nous. Alors, ça, c'est un élève de Berrios qu'on a évoqué tout à l'heure, Hopkins, qui a décrit que finalement la douleur peut être la conséquence d'un processus morbide, c'est le mot maladie en anglais, et puis également renvoyer à l'expérience personnelle de la douleur, l'autre mot anglais pour maladie, illness. Et puis, troisièmement, la douleur peut être la cause de comportements douloureux, de pain behavior, c'est pour nous, de comportements suicidaires. La douleur, ça a également des implications philosophiques. J'évoque juste Wittgenstein, qui a distingué la perception de sa propre douleur et la représentation qu'on peut avoir de la douleur d'autrui. Et puis Kierkegaard qui a distingué la peine comme peine punition, conséquence d'une faute, et puis la douleur du juste, de l'innocent.
Et alors, plus proche de nous, alors à la fois sous le plan de la douleur avec une lésion potentielle, hein, ça a été toute la question quand ce que Michel Foucault appelait la naissance de la clinique, c'est-à-dire dans la première partie du IXe siècle, quand il y a eu l'école de médecine de Paris qui était très active. Michel Foucault décrit que c'est à cette époque-là que l'esprit des Lumières est entré dans la démarche médicale, et qu'au fond, hein, le discours médical s'est démythologisé, et notamment le discours sur la douleur, hein, qui a quitté tout le champ entre guillemets métaphysique, hein, de la justification de la douleur. Et donc, c'était à l'époque aussi, on cherchait une lésion précise pour le phénomène douloureux. Alors, comme vous le savez, en psychiatrie, on a cherché tout au long du XIXe siècle des causes lésionnelles organiques aux symptômes psychiatriques, et on ne les a pas, à cette époque-là, trouvées. Alors maintenant, l'épithète morale, alors d'emblée, il ne faut pas penser à morale au sens éthique, mais c'est morale au sens de Cabanis. Hein. Vous savez que Cabanis, c'est bien les honneurs de la rue de l'hôpital Sainte-Anne, et c'est pas un hasard, puisque c'est le premier médecin de l'esprit est entré à l'Académie française, le deuxième, on l'évoquera tout à l'heure. Et en fait, Cabanis s'est beaucoup intéressé, c'est l'essentiel de son œuvre, au rapport entre le physique et le moral. Alors le moral, il faut l'entendre par le psychologique, qu'on pourrait le traduire aujourd'hui, hein, puisque pour lui, il définit le moral comme l'ensemble des sensations, des impressions que le cerveau va digérer en quelque sorte, à partir desquelles il va produire organiquement la sécrétion de la pensée, hein, je le cite, et donc la morale pour lui est comprise comme une des branches du savoir, avec la physiologie, l'analyse des idées, hein, une sorte d'anthropologie, hein, de connaissance de l'homme. Et donc dans le chapitre sur l'histoire de la physiologie des émotions, Cabanis nous rappelle que le malheur moral augmente la force d'âme quand il ne va pas jusqu'à l'abattre. Tout à l'heure, on évoquait le premier numéro des Annales médico-psychologiques. Hein, donc Baillarger est le fondateur principal, mais il avait également à ses côtés Laurent-Alexis Philibert Cerise, qui a écrit le premier article. Et alors là, c'est en trop petit, et le sous-titre du journal à l'époque comportait également l'étude de la question du rapport entre le moral et le physique. Et donc Cerise a écrit cet article intitulé « Que faut-il entendre en physiologie et en pathologie par ces mots? Influence du moral sur le physique, influence du physique sur le moral ». Et donc pour lui, le moral de l'homme existe par le concours de deux éléments, l'élément intellectuel et l'élément affectif. Vous verrez que ce n'est pas sans vous rappeler les théories des TCC, il doit être considéré à la fois comme l'ensemble des idées qui se compliquent d'une émotion, et comme l'ensemble des émotions auxquelles s'associe une idée. Alors, il y a quelques concepts en psychiatrie dont on peut attribuer la paternité de manière relativement certaine dans l'état actuel des connaissances, et la douleur morale en est un. Elle est attribuée à Joseph Guillain. Joseph Guillain, on va dire ici les dates de naissance et de mort, est un psychiatre belge qui a enseigné donc à Gand et qui a notamment publié ce traité des phrénopathies dans lequel, des maladies nerveuses, on va traduire, dans le chapitre 1er consacré aux lésions fondamentales, il écrit ceci: le moral assez stimulant, il a aussi sa douleur, mais la manifestation en est autre qu'au physique. C'est une peine, un chagrin, une frayeur, c'est en un mot une souffrance morale. Primitivement, l'aliénation est un état de malaise, d'anxiété, de souffrance, une douleur, mais une douleur morale, intellectuelle et cérébrale. Hein, l'association des trois adjectifs. Alors, il fait de la douleur morale, alors ça on pourrait dire une dimension, hein, quelque chose qui traverse toute la pathologie mentale, qu'on appelait l'aliénation mentale à l'époque encore, tout en l'associant de manière privilégiée avec la mélancolie sans délire, hein, où il rappelle que le malade mélancolique est absorbé dans ce sentiment douloureux. Donc il va reprendre ensuite cette description quelques années plus tard, hein, dans la publication de ses leçons. Et donc la douleur morale, dit-il, peut constituer à elle seule une maladie entière. Elle représente la mélancolie affective, la mélancolie sans délire. Alors si vous avez la curiosité d'aller lire cet ouvrage, vous verrez qu'il évoque déjà la congruence avec l'humeur dépressive des idées délirantes et des hallucinations dans la mélancolie. Je le cite, la couleur des idées n'est qu'un renforcement de la douleur initiale de la maladie. Et puis, il décrit également un peu plus loin les virages maniaques possibles, l'évolution vers la stupeur et la récurrence mélancolique. Alors, évidemment, au fil des décennies, je dirais, le lien organique intrinsèque entre la douleur morale et la mélancolie va se renforcer.
Donc là, je ne fais pas tout à fait l'impasse sur l'école allemande, je rappelle juste cette citation de Wilhelm Griesinger, hein, qui rappelle que la diminution de la force et de l'énergie du moi, le refoulement du complexe des idées, ont pour résultat un état psychique douloureux d'une espèce indéterminée. Vous voyez un peu plus loin, la douleur morale se montre sous une des formes connues d'agitation, d'anxiété, de tristesse. Et dans l'école française, c'est Jules Séglas, hein, dans ses leçons ici à la Salpêtrière, qui a, je dirais, vraiment scellé le sort de la douleur morale à la mélancolie. Mélancolie qui caractérise par voyez, en premier, un état synesthésique pénible, et deuxièmement, un trouble de la sensibilité morale qui se traduit par un état de dépression douloureuse. Ça, c'est moi qui ai surligné en gras, évidemment. Et à ces symptômes fondamentaux peuvent se joindre des troubles délirants, dit-il. Donc, je dirais, ce lien établi par Séglas va être repris. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Même si Séglas avait souligné déjà, hein, de manière très pertinente, le lien entre douleur morale et suicide. Alors, presque tous manifestent, donc les patients qui ont une douleur morale, des idées de suicide très développées. Alors, vous voyez ici, j'aime beaucoup cette description aussi sur le passage à l'acte. Alors, ils souhaitent bien mourir pour échapper à leur misère, mais leurs aspirations restent ordinairement platoniques. Ils sont incapables de déployer l'énergie nécessaire, de faire un effort pour se tuer. De leur propre aveu, il faudrait que la mort leur arrive à toute seule, et souvent, ils demandent de la leur donner. Par contre, quand le suicide survient, c'est inopinément, sous le coup d'un raptus anxieux, par le fait d'une impulsion subite. Alors ce lien entre la douleur et le suicide, vous pouvez la retrouver un petit peu antérieurement, hein, chez Falleret-Père, chez Jean-Pierre Falleret, qui rapporte une observation d'une mélancolie amoureuse qui avait conduit au suicide. Description, hein, vous voyez, publiée en 1822, mais c'est une observation du XVIIIe siècle d'un psychiatre anglais, d'un docteur anglais, William Perfect. Alors, voilà ce cheminement au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle de la douleur morale. Alors, vous me direz, est-ce que c'est un concept purement francophone? Est-ce qu'il est tombé dans l'oubli? Alors, je voulais vous évoquer le deuxième psychiatre qui rentre à l'Académie française, c'est Jean Delay, et son ouvrage majeur, Les dérèglements de l'humeur, que je vous conseille tous de lire, qui était écrit pendant la guerre et publié en 1946. Dans l'introduction, vous trouverez cette célèbre définition de l'humeur qui oscille entre les deux pôles, celui du plaisir et celui de la douleur. Et puis cette phrase où finalement l'humeur est à la sphère thymique qui englobe toutes les affections, ce que la conscience est à la sphère noétique qui englobe toutes les représentations. En fait, Henriet a relu toute la nosographie à la lumière des structurations de la conscience, et Jean Delay a relu la nosographie à la lumière des troubles thymiques. Et donc, dans le premier chapitre des dérèglements de l'humeur, il décrit l'humeur mélancolique ou hyperthymie-douloureuse. Donc ça, c'est très intéressant parce que il a bien senti qu'il y avait une hypersensibilité douloureuse, même dans la mélancolie, hein, et parallèlement à l'hyperthymie maniaque. Alors pour Jean Delay, ici d'ailleurs Séglas, la douleur morale est la traduction directe du trouble thymique fondamental et en constitue le symptôme essentiel. C'est en effet le trouble fondamental de l'humeur, l'hyperthymie douloureuse, qui constitue l'infrastructure de l'affection. Pour Jean Delay, l'infrastructure de la mélancolie, elle est affective, elle est émotionnelle, elle est cérébrale, c'est celle qui va répondre au traitement biologique, à cette époque-là à l'ECT, et puis plus tard au psychotrope qui va contribuer à découvrir, comme vous le savez. Et puis il y a une suprastructure symptomatique, intellectuelle, qui correspond aux idées de ruine, aux idées de culpabilité, aux ruminations dépressives. Alors, quelques années après, dans la publication des études psychiatriques, Henriet va citer abondamment les dérèglements de l'humeur. Il va, dans le chapitre consacré à la crise mélancolique, reprendre cette notion notamment dans la mélancolie dépressive, de la douleur morale, donc l'abattement, le désarroi, le refus de l'existence, les expressions émotionnelles de tristesse, les vécus douloureux de la conscience malheureuse, expriment la concentration douloureuse par l'oméga mélancolique. Et puis cette magnifique citation, le visage marmoréen, c'est-à-dire de marbre, l'immobilité, l'inertie de la vie psychique, exprime donc la structure de la conscience mélancolique, prise dans la forme pétrifiée de la statue même de la douleur, douleur si profonde qu'elle gît comme en deçà de son expression rigide et stéréotypée, comme un masque, douleur aussi totale que les formes et les degrés de cette déstructuration.
Et Henri Gued dit qu'au fond, vous voyez, le recours aux métaphores physiques est nécessaire pour décrire cet ineffable, cet indescriptible, cet indicible des patients du mal, hein, mettre des mots sur leur douleur morale. Alors aujourd'hui, je disais tout à l'heure, est-ce que la douleur morale est tombée dans l'oubli? Dans le chapitre consacré à la dépression mélancolique, hein, de l'ouvrage que le professeur Goudemont a coordonné sur les états dépressifs, la douleur morale est évoquée, il y a un petit paragraphe, on évoque d'ailleurs l'hyperthymie douloureuse de Jean Delay. Également, je perçois M. Gelfil, dans son manuel de psychiatrie, hein, il y a également une évocation de la douleur morale dans la clinique des troubles dépressifs. Alors, qu'en est-il dans la littérature internationale? Alors, dans le DSM-5, là, dont je crois M. Gelfil nous annonçait la publication en français dans quelques mois, eh bien, et dans les DSM antérieurs, vous savez que la douleur morale n'a pas été... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon. Ah oui, vous avez tout eu. J'ai comme ça va. La douleur morale n'avait pas été intégrée dans la critériologie diagnostique de l'épisode dépressif, qu'on va appeler maintenant caractérisé, en rectifiant la traduction de major par majeur. Et ni même d'ailleurs dans les caractéristiques mélancoliques, hein, avec l'argument de nos amis anglo-saxons que ce n'est pas un symptôme qui est quantifiable, évaluable, donc objectivable. Même si, comme les auteurs français notamment l'ont montré, il était spécifique, on parle de pathognomonique. Je ne sais pas s'il est pathognomonique, mais en tout cas, il est effectivement intrinsèquement lié au diagnostic de dépression avec caractéristiques mélancoliques. Donc voilà, vous regarderez la traduction du DSM. Hein. Par contre, il y a une évocation un peu indirecte hein, quand on parle des idées suicidaires qui peuvent être associées à une envie donc de mettre fin à ses jours avec un état atrocement douloureux perçu par la personne comme ne pouvant avoir de fin. Donc là, on pourrait dire que c'est peut-être une traduction, une expression de la douleur morale dans le DSM. Par contre, le mot « pain » n'apparaît pas dans l'index général du DSM-5, ce qui est quand même, quelque part, je vais dire, assez hallucinant. Alors maintenant, ce concept, est-ce qu'il a été remis en lumière ou pas? Je me fais poser la question si j'ai donné la réponse. Alors, d'abord, nos amis anglo-saxons essayaient de traduire. Alors, il y a eu des traductions littérales dans la littérature, comme « moral pain »,« psychological suffering »,« psychic », bon. Et finalement, c'est Mervik Evans, Mervik est professeur de psychiatrie à San Francisco, qui a beaucoup travaillé dans les dernières années sur la douleur psychologique et qui a proposé sa traduction qui me semble la meilleure, psychological pain, définie comme un sentiment douloureux durable et insoutenable, donc lasting et unbearable, lié à une appréciation négative et d'une atteinte à l'intégrité du moi. Alors après, elle fait un continuum avec d'autres souffrances psychologiques, alors c'est là où c'est peut-être plus critiquable, mais pourquoi pas, entre la souffrance liée à une détresse psychosociale par exemple, la souffrance liée à un deuil, et puis la psychological pain, la douleur morale de la dépression mélancolique. Raphaël avait fait une communication à l'Académie de médecine sur ce thème, où il avait évoqué dans la douleur psychique l'implication du système opioïde notamment. Donc au fond la question c'est est-ce qu'il y a un gradient d'intensité ou est-ce que ce sont deux processus différents, un qui serait je dirais plus ancré dans la dépression mélancolique avec un symptôme cérébral et un autre plus psychologique autour de la détresse et du deuil. Alors les travaux autour de la psychological pain et du suicide se sont aussi développés ces dernières années. Notamment, ça c'est aussi des travaux américains, ils ont cherché dans les écrits des patients suicidés les références au mot douleur qui sont assez fréquentes. Et puis, Mee et Burney ont élaboré justement une échelle d'évaluation de la douleur morale pour objectiver justement l'intensité de ce symptôme, défini alors comme un symptôme qui est vécu comme un tourment insupportable qui peut être ressenti au cours d'une pathologie psychiatrique ou lors d'un deuil tragique, comme la perte d'un enfant, disent-ils. Alors voilà, l'échelle comprend plusieurs dimensions, 10 questions, et ils ont ensuite, pour valider leur échelle, réalisé une étude contrôlée
dans laquelle ils ont montré une corrélation significative positive entre l'intensité de la douleur morale, leur échelle, et puis le score à l'échelle de comportement suicidaire. Ils avaient d'ailleurs, dans la fin de leur article, plaidé pour une intégration de la douleur morale dans la critériologie diagnostique du DSM-5, mais comme vous le savez, leur appel est resté sans écho. Alors des travaux français récents, notamment ceux d'Émilie Ollier et de 2 minutes, donc ont repris également cet intérêt de l'évaluation de la douleur morale, là c'était avec une échelle visuelle analogique, et la survenue des idées suicidaires. Et puis, je vais en terminer là-dessus, des études d'imagerie cérébrale fonctionnelle se sont intéressées aux circuits neuronaux qui pouvaient être impliqués dans la survenue de la douleur morale, qui se superposent d'ailleurs assez souvent avec ceux de la douleur physique. Donc, dans une revue de la littérature, là, qui date de 2006, les circuits reliant donc le cortex singulaire antérieur, le cortex préfrontal et l'insula seraient impliqués dans la douleur morale. Et si on implique également le cortex somatomoteur, on rejoint le circuit de la douleur physique. Et puis ici, donc, une étude réalisée à Gand, dans la ville de Joseph-Guillain, donc c'est une espèce d'ironie géographique par une équipe belge, qui donc a étudié 39 patients qui souffraient d'un épisode dépressif caractérisé. Ils ont évalué donc l'intensité de la douleur morale, et ils ont montré, chez ces patients qui avaient une douleur morale intense, une perfusion cérébrale plus importante au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral droit, du cortex occipital, du gyrus frontal inférieur et du gyrus temporal gauche. Et puis ici, dans une revue de la littérature qui rassemble, vous voyez, 18 études, eh bien, le circuit de la douleur morale, la psychological pain, relierait, donc vous voyez sur ici, donc le thalamus, le cortex singulaire antérieur, le cortex singulaire postérieur, le cortex préfrontal, le cervelet, et puis le cortex parahippocampique. Donc, j'espère vous avoir montré qu'il y avait des liens possibles entre des concepts sémiologiques qui se sont construits au cours du temps et qui restent peut-être des concepts pour certains d'entre eux pertinents pour la recherche aujourd'hui, que ce soit la recherche en imagerie, mais peut-être toutes les questions autour de la réponse au traitement, en étudiant ces symptômes qui seraient spécifiques de telle ou telle forme de maladie. Et je termine en vous citant une citation du professeur Pichot, qu'il avait publiée dans le British Journal of Psychiatry en 1988 au sujet du DSM-3R. Le caractère drastique et parfois simplificateur de la classification qui est actuellement proposée au nom de l'athéorisme a évacué des idées qui avaient été progressivement élaborées au cours de ces dernières décades grâce à l'observation de cliniciens compétents. Il est vraisemblable que l'avenir démontrera la validité de leurs concepts. Je vous remercie de votre attention.